Montpellier. Ah d'accord, bon, c'est ce qui était marqué. C'est moi. D'accord. De l'Université de Montpellier, donc. Et Hector va nous parler sur les sources d'un nouveau paradigme émancipateur en Amérique latine. Je vous remercie. Par contre, il faut parler fort, il n'y a pas de micro. Ah oui, il n'y a pas de micro. Bon. Je vais vous parler donc de la pluralité et l'articulation des sources philosophiques dans la construction d'un nouveau paradigme émancipateur à partir de l'exemple de l'Amérique latine. Là, je vous préciser d'emblée que, évidemment, je ne veux pas développer la totalité des sources philosophiques, particulièrement les deux principales, mais que mon idée est montrer comment en Amérique latine est en passe de se construire un nouveau paradigme émancipateur à partir d'apports qui, à première vue, n'ont pas grand-chose à voir avec ce qui est les philosophies classiques de la Révolution, telles que le marxisme, dans toutes ses variétés, ou la théologie de la libération. C'est-à-dire que je vais m'intéresser en particulier à comment on construit aujourd'hui en Amérique latine, ou comment on essaye de construire aujourd'hui en Amérique latine une nouvelle théorie de l'émancipation. Je commencerai pour dire que le remplacement de la société capitaliste par une nouvelle société, celle que la révolution bolivarienne appelle le socialisme du XXIe siècle, n'est pas en Amérique latine un problème théorique, mais une question essentiellement pratique. Il s'agit non seulement d'abolir le capitalisme, après avoir défait le néolibéralisme, mais aussi de commencer à construire, ici et maintenant, une nouvelle société. Tout le mouvement, et il y a une caractéristique générale, tous les mouvements que, comme la révolution bolivarienne, proposent une transformation sociale radicale, ont aussi profondément intégré, ça c'est une caractéristique générale, l'affirmation de Mariátegui. Nous ne voulons certainement pas que le socialisme soit en Amérique calque ou copie. Il doit être une création héroïque. On trouve les échos de cette affirmation de Mariátegui dans la consigne de la révolution bolivarienne « Nous inventons ou nous nous trompons ». Opposé ainsi à tout dogmatisme, ces mouvements préfèrent utiliser le concept de paradigme dans le sens d'une conception théorique dominante dans une période historique, un concept qui exclut toute prétention de vérité définitive. En somme, la théorie ne doit pas encadrer la pratique des masses, mais être à son service. Les deux courants les plus influents dans l'élaboration de ce nouveau paradigme sont sans doute le marxisme d'inspiration gramscienne et guévariste, bien sûr, et la théologie de la libération. Mais partant d'un certain nombre de convictions communes qu'on va examiner, d'autres courants de pensée participent à sa construction. Nous commencerons donc par expliciter ces convictions communes pour voir ensuite comment ce nouveau paradigme intègre ces différents apports autour en particulier du concept de participation populaire. La première de ces convictions, très affirmée dans les mouvements radicaux en Amérique latine, est que le capital, comme système métabolique, l'expression métabolique, c'est une expression d'Ivan Mensaros qui a fait chemin en Amérique latine, dont le seul but, donc le capital comme système métabolique, dont le seul but est sa propre reproduction élargie, constitue l'ennemi principal de l'émancipation humaine. Ce système est à la base de la domination, de l'exploitation et de l'exclusion qui subissent aujourd'hui le 2/3 de l'humanité. La position de la théologie de la libération est particulièrement radicale sur ce point, dans la mesure où elle ajoute à la condamnation des effets du capitalisme une condamnation morale. Pour elle, le capitalisme est une structure de péché.
On est conscient aussi que le système capitaliste ne se transformera pas par le seul effet de ses contradictions intrinsèques, comme l'a cru pendant de longues années la diamate marxiste en vigueur. Même si on lui enjoint à ces contradictions intrinsèques un militantisme rigoureux et organisé, mais en réalité, il ne se transformera que par son remplacement par un autre système. Un système fondé sur des principes radicalement différents et à travers un long processus de transition dans lequel la volonté des sujets révolutionnaires jouera un rôle central. Cette dernière conviction est évidemment un élément essentiel de la pensée philosophique de Gramsci. De même, la pensée radicale en Amérique latine considère que le système capitaliste n'est pas seulement un système de reproduction de la vie matérielle, mais un système total et même totalitaire. Il adapte en permanence aux besoins de sa croissance non seulement les institutions politiques de la société, mais aussi les formes de la vie quotidienne, de sa culture, de son éthique, et proclame sa rationalité instrumentale comme seule rationalité possible. La conviction, finalement, que le capitalisme est un régime profondément hostile à toute forme de démocratie authentique, dans la mesure où une démocratie réelle suppose de donner les pouvoirs à la majorité, c'est-à-dire au peuple, au sens strict, les dominer, les exploiter et les exclure qui forment cette immense majorité. Le capitalisme tolère à peine la démocratie représentative tant qu'elle n'entrave pas son fonctionnement. Pour le nouveau paradigme, donc, les conséquences de cette analyse sont claires. Le remplacement de cette institution économique capitaliste par une autre économie, construite sur des principes différents, est nécessaire, mais pas suffisant. Si on veut empêcher tout retour en arrière, il faut modifier l'ensemble des rapports sociaux. Cela suppose une véritable révolution culturelle fondée sur l'originalité et la créativité des secteurs populaires, qui seule permettra la construction d'une nouvelle identité libératrice. Cette révolution culturelle doit être globale, intellectuelle, éthique et politique, avec des objectifs clairs sur chacun de ces terrains. Elle doit refuser la colonisation du monde de la vie par la raison instrumentale, mettre en avant une éthique de la vie contre celle du sacrifice et de la mort qu'imposent les systèmes, affirmer et institutionnaliser la participation effective de tous les membres de la communauté à l'exercice du pouvoir. Or, la profondeur et la durée d'une telle transformation posent bien évidemment les problèmes du sujet historique capable de la produire. C'est un point sur lequel la théologie de la libération et le marxisme latino-américain sont complètement d'accord pour dire que l'émancipation, en premier lieu, l'émancipation doit être l'œuvre des opprimés eux-mêmes. Cela est possible parce que les classes subalternes ont spontanément une conscience rebelle qui ne demande qu'à se développer dans la lutte pour le pouvoir, pour devenir finalement conscience politique. Mais ces sujets historiques de l'émancipation est multiple, comme sont multiples les formes d'exploitation et d'oppression d'un système qui ne cesse de fragmenter les classes subordonnées. Il s'agit donc de trouver la manière d'articuler les différentes luttes des opprimés. En conclusion, donc, comme le dit Gramsci, l'élément définitif de toute situation révolutionnaire est la force organisée en permanence et préparée depuis longtemps, une force qu'on peut faire avancer quand on juge qu'une situation est favorable, et elle est favorable dans la seule mesure où une telle force existe, où elle est pleine d'ardeur combative. Aussi donc, la tâche essentielle est-elle de veiller systématiquement et patiemment à former, à développer, à rendre toujours plus homogène, compacte, consciente d'elle-même cette force.
cette force qui est le peuple. Dans le cadre de ces nouveaux paradigmes, donc on vient donc d'exposer les conditions communes, le concept de participation est un concept central. Participation, pouvoir et construction du sujet sont toujours intimement liés dans une transformation révolutionnaire. Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire participer. Participer doit être compris comme l'exercice effectif du pouvoir par les sujets populaires. Par conséquent, limiter la participation des secteurs populaires à des espaces locaux ou municipaux, comme ce qui est généralement les cas, en excluant les grands sujets politiques, est une position, il n'hésite pas à le dire, fonctionnelle au projet dominant. De même, la participation populaire au pouvoir à tous les niveaux ne doit jamais être inhibée, même au nom d'un projet politique futur d'émancipation. Cela ne fera que renforcer la légitimation du régime. Pour la rationalité dominante, une telle forme de participation est généralement considérée comme purement utopique. La complexité des problèmes sociaux, nous dit, exige toujours l'intervention des spécialistes. Or, cet argument est pour les radicaux latino-américains purement idéologique. Il est possible toujours de trouver les médiations nécessaires pour permettre la participation de tous. La participation populaire est donc inséparable du pouvoir, entendu comme intervention réelle et effective dans la prise de décision et construction d'un projet politique à tous les niveaux. C'est dans la participation que se construit le pouvoir populaire, un pouvoir qui n'est pas ontologisé comme celui de l'État, mais construit comme une trame de relations sociales très complexe. C'est l'idée de Foucault pour lesquelles il n'y a pas de pouvoir, mais des relations de pouvoir. Foucault qui est revendiqué expressément par certains courants de l'émancipation latino-américaine. Il n'y a pas de pouvoir, mais des relations de pouvoir, nombreuses et multiples, de différents niveaux, polyvalentes, agissant de façon subtile, des relations capables aussi de produire du plaisir, des effets créateurs et de donner naissance à un ensemble de connaissances. Cette analyse de Foucault à propos du pouvoir capitaliste est ainsi, paradoxalement, repris et utilisé pour la construction d'un pouvoir populaire. Pour Revellato, par exemple, Revellato c'est un philosophe uruguayen de la théologie de la libération, il faut dépasser l'analyse moralisante du pouvoir en termes de bon ou mauvais. Le pouvoir peut s'exercer dans des structures de domination ou peut générer de nouvelles relations et un pouvoir libérateur. La participation populaire ne peut pas être séparée de cette dialectique du pouvoir. Mieux encore, ces dialectiques, il faut tenir compte que cette dialectique se déroule à l'intérieur de toutes les relations sociales et pas uniquement dans les relations politiques, ce qui pose problème au sujet et à la subjectivité. En effet, si on ne veut pas reproduire les relations de pouvoir existantes, il faut un processus de restructuration de la subjectivité populaire. Il faut créer de nouvelles subjectivités. C'est le rôle assumé par l'éducation populaire, inspiré par les idées de Paulo Freire. Paulo Freire, c'est un philosophe de la théologie de la libération, un pédagogue de la théologie de la libération d'origine brésilienne, qui a écrit un livre qui s'appelle « La pédagogie des opprimés ». Au-delà des subjectivités individuelles, les sujets historiques se construisent donc en construisant son pouvoir. Un pouvoir qu'il exerce lui-même et qu'il est capable d'exercer sur lui-même. Un pouvoir qui induit ainsi un changement de la subjectivité. Vieille idée marxiste des thèses sur Feuerbach. Ce sujet historique, le peuple, n'est pas une abstraction. Il est le peuple, porteur d'une rationalité différente à celle dominante, et défini par son engagement et sa participation dans la transformation sociale. Or, n'étant pas un sujet abstrait, le peuple est traversé par des contradictions. On le sait. Ces contradictions générées, stimulées et utilisées par les systèmes
doivent être résolus au lieu d'être occultés par l'homogénéisation purement idéologique des secteurs populaires, qui a été la politique traditionnelle de la gauche latino-américaine. La cohésion sociale doit être créée à travers un long processus, un long et difficile processus complémentaire de la transformation de la base matérielle, un processus de réforme intellectuelle et morale ou révolution culturelle, supposant la participation démocratique de tous les secteurs qui composent le peuple. Cette révolution culturelle demande des mouvements d'intériorisation et d'identification capables de construire une nouvelle identité culturelle, tant personnelle que collective. Elle demande, en définitive, comme disait Che Guevara, que la transformation aboutisse à la constitution d'un homme nouveau. C'est une tâche difficile, puisque, comme l'affirme encore Revelato, pour ceux qui parient sur la participation populaire, les principaux obstacles à la transformation sociale est la réapparition constante du modèle traditionnel de participation au pouvoir, une réapparition qui peut neutraliser la transformation en cours. On ne peut pas développer un projet politique progressiste et émancipateur avec les médiations de la domination. Pour une éthique de l'émancipation, un tel processus serait parfaitement contradictoire. La participation populaire doit donc créer des institutions produisant des modèles d'identification libérateurs, protecteurs de la créativité collective et capables d'étendre la liberté. Elle doit être à la fois une nouvelle façon de vivre et une nouvelle façon d'exercer les pouvoirs. Cette identité nouvelle est à son tour un rapport étroit avec l'hégémonie, dans les sens ancien du terme, c'est-à-dire comme une situation où les consensus autour d'une certaine vision politique, éthique et culturelle de la société prédominent sur la coercition. Pour construire ces consensus, on récupère formellement l'idée éthique et politique d'Habermas, même si c'est curieux. Le consensus n'est possible que si toutes les décisions politiques importantes sont prises avec la participation des affectés par cette décision, par un accord rationnel et moyennant un discours libre de toute coercition. Par contre, ce qu'ils pensent, c'est que les conditions formelles ne sont pas suffisantes. Dans les sociétés du capitalisme périphérique, où les déséquilibres sociaux sont très graves, le consensus ne peut exister indépendamment d'un projet politique d'élimination de ces déséquilibres. Le consensus ne peut pas être réalisé à travers la seule action communicative comme le propose Habermas. Il demande des actions stratégiques de transformation des structures sociales. On peut dire, et je vais conclure sur ça, que si les racines de ce nouveau paradigme se trouvent dans la douleur sociale des opprimés, des exploités et des exclus, son contenu se constitue à travers les processus spécifiques de construction d'une identité nouvelle et un champ social populaire. Ce processus de construction du champ social populaire est un processus complexe, en même temps matériel, construire un nouveau métabolisme social, organisationnel, en créant des espaces de résistance et de rencontres, spirituel, en créant un nouveau système de valeurs, et politique, des luttes de résistance et d'émancipation. Il part d'une pluralité articulée d'espaces construits par tous ceux qui sont victimes, mais qui refusent en même temps la victimisation ou la survie dans la victimisation. Ces processus se développent à travers l'articulation complexe du peuple social, que sont les secteurs populaires objectifs, et du peuple politique, constitué par tous les acteurs du mouvement populaire. C'est cela, l'espace populaire au sens strict du terme, un espace qui est la base et le moteur de la transformation sociale, ainsi que le lieu de la préfiguration d'un nouveau monde à construire. À son tour, et c'est ma conclusion, je reviens au
à l'idée des départs. À son tour, ce nouveau tissu social en construction permet de penser l'universel, c'est-à-dire une théorie radicale de la transformation sociale comme une tâche permanente et ouverte à toutes les contributions. Je vous en remercie. Donc Hector vient de revenir sur